À l'heure où le monde et son actualité vont vite, parfois très vite, dans lequel la crise écologique se superpose au retour des conflits et des tentations impérialistes de part et d'autre de l'Atlantique, on essaye de prendre de la hauteur sur Euradio et d'analyser calmement ces grandes tensions. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec notre invité, ancien journaliste à l'AFP, puis responsable de la rubrique Afrique à Libération, correspondant à Jérusalem puis à Pékin, président depuis 2017 de Reporters sans frontières. Vous l'entendez tous les matins sur France Inter après le journal de 8h pour sa chronique géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio. Vous venez de sortir un livre, La fin d'un monde, aux éditions Stock. Un essai où vous racontez la marche du monde à travers vos souvenirs de journaliste. Avant de parler de ce que vous qualifiez dans ce titre de fin d'un monde, le livre s'ouvre par le récit de votre séjour quand vous avez 18 ans en 1972 sur l'île d'Unguja, je ne sais pas si je prononce correctement, oui, c'est bon. Dans l'archipel de Zanzibar en Tanzanie. Pourquoi ce séjour, Pierre Aski, vous donne l'envie finalement d'être journaliste et puis de vous spécialiser dans les questions internationales ? Parce que j'ai 18 ans, que je me retrouve dans ce cadre totalement étranger pour moi, par les hasards de la vie de famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, et je passe plusieurs jours dans cette île, et je me rends compte que les commerçants qui m'invitent à boire le café ou le thé me racontent des histoires extraordinaires qui sont très contradictoires, parce qu'il y a des commerçants arabes, parce que Zanzibar a été une dépendance du sultanat d'Oman pendant 5 siècles, des commerçants indiens, parce qu'il y a une grosse communauté asiatique en Afrique de l'Est, et des commerçants africains. Et chacun a une mémoire différente et conflictuelle. Et je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. J'ai le déclic du journalisme. J'invente le reportage à ma manière, sans le savoir, c'est-à-dire d'aller recueillir des histoires fantastiques à l'autre bout du monde et de les rendre intelligible pour un lecteur qui est à 5 ou 10 000 kilomètres de là et qui n'aura peut-être jamais l'occasion de sa vie d'aller dans des endroits comme ça et à qui on peut rendre cet endroit intéressant et passionnant. Donc mon virus du journalisme et de l'Afrique, parce que j'ai voulu travailler en Afrique pendant une quinzaine d'années, date de ce voyage un peu initiatique à 18 ans sans le savoir. Et au début de ce livre, donc, vous racontez effectivement cet épisode, vous parlez aussi de l'apartheid en Afrique du Sud. La fin d'un monde, donc c'est le titre de votre livre. Où est-ce que vous situez le début de la fin de ce monde que vous décrivez dans ce livre ? Alors, cette fin a été progressive et puis elle s'est accélérée. D'abord, de quel monde parlons-nous ? On parle du monde de l'ordre mondial qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, où on a créé les Nations Unies, qui ont donné naissance à tout un tas d'institutions comme le Fonds monétaire international, puis l'Organisation mondiale du commerce, les alliances militaires ou politiques comme l'OTAN par exemple, dont fait partie la France. Tout ce tissu de règles et de droits a commencé à s'effriter. D'abord parce que les grands pays du Sud ont commencé à le contester en disant vous avez créé cet ordre en 1945, il y avait encore le monde colonial, nous n'étions pas autour de la table et nous ne sommes toujours pas autour de la table puisque les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont les mêmes qu'en 1945, c'est-à-dire les vainqueurs de la guerre. Et ensuite, il y a eu la contestation de ceux que j'appelle les prédateurs, c'est-à-dire la Chine et la Russie, qui disaient mais cet ordre fait la part trop belle aux Occidentaux, aux Américains en particulier, il faut le changer. Et ils étaient prêts à renverser la table. Et ce qu'on n'attendait pas, c'est Donald Trump, qui dès son arrivée au pouvoir, signifie que lui aussi veut renverser la table et remplacer ce monde basé sur le droit par un monde basé sur la force. Et la force, la sienne, celle des États-Unis, donc économique, technologique et militaire. Et c'est cette accélération qui m'a donné ce titre, parce que on est au bout d'une route et on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, parce qu'on est au milieu du gué. On ne sait pas si les puissances impériales que sont la Chine, la Russie ou les États-Unis l'emporteront, ou si un nouvel ordre mondial plus équitable, intégrant les pays qui n'étaient pas autour de la table en 1945, peut voir le jour. Et c'est ce que j'appelle de mes vœux. Alors c'est évidemment l'actualité en ce moment, le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Je précise qu'on enregistre cette interview le 1er avril, que donc il peut y avoir
avoir quelques évolutions entre l'enregistrement et la diffusion de cette interview. En quoi ce conflit illustre justement ce basculement et la fin d'un monde ? Donald Trump s'est fait élire, paradoxalement, en étant le président qui était contre les guerres. Et en fait, il s'est retrouvé, depuis son arrivée au pouvoir, donc depuis 15 mois maintenant, à faire une première guerre avec Israël contre l'Iran en juin 2025. C'était ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, dans laquelle les Américains n'ont participé qu'à la fin, le dernier jour. Et ensuite, il a arrêté cette guerre, en proclamant un immense succès, comme toujours. Ensuite, en janvier cette année, il y a eu le kidnapping du président Maduro au Venezuela. Une opération militaire complexe qui s'est très bien déroulée si on parle d'un point de vue purement technique, puisque les Américains n'ont subi aucune perte et ils ont capturé le président et ils ont une vice-présidente au Venezuela qui joue leur jeu, qui accepte les conditions américaines. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que Donald Trump a été gagné par l'hubris de la victoire et que cet homme qui était contre les interventions militaires, tout d'un coup, a découvert que l'outil militaire, et il est le commandant en chef aux États-Unis, c'est comme ça qu'on l'appelle le président, était utile, efficace. Et il s'est laissé embarquer dans cette guerre d'Iran pour les mêmes raisons, c'est-à-dire montrer la suprématie américaine, la force, la puissance américaine. Sauf que là, ça s'est pas déroulé du tout comme il l'attendait. Le régime ne s'est pas écroulé en quelques jours comme on le lui avait laissé entendre. Et au contraire, les Iraniens l'ont piégé en bloquant le détroit d'Ormuz, qui a des conséquences planétaire avec l'augmentation du prix du pétrole et un impact économique sur quasiment tous les pays du monde. Et là, Trump est pris à son propre piège et il est vraisemblable qu'il se retire sans avoir obtenu satisfaction. Mais on est dans cette logique qui est de remplacer l'ordre international basé sur le droit par un ordre international basé sur la force de l'Amérique. Et sur la propre moralité de Donald Trump, il l'a dit lui-même. Voilà, il a son dit, cap, c'est ma moralité. Finalement. Il l'a dit en janvier dans une interview au New York Times. Il a dit le droit international n'est plus mon affaire. Et effectivement, tout ce qu'il fait depuis 1 an et demi n'a plus rien à voir avec le droit international. Et quand un journaliste lui a demandé quelle est votre limite si c'est pas le droit, il a répondu ma propre moralité, ce qui est assez effrayant, il faut bien le dire. Et comment vous analysez le positionnement de l'Europe, de l'Union européenne dans ce conflit ? L'Europe est sous le choc parce qu'elle n'a pas été informée à l'avance, elle n'a pas été sollicitée non plus, et elle se retrouve piégée elle aussi par ce conflit, parce que elle est très dépendante, elle, du Golfe pour ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Le renchérissement du prix a un impact économique très fort sur l'Europe. Il est plus fort encore en Asie, mais s'agissant de l'Europe, il y a un impact. Et ça accentue le divorce avec Trump, parce que Trump, en difficulté, s'est tourné vers l'Europe en disant « Venez m'aider dans le détroit d'Ormuz ». Et les Européens ont dit « Non merci, vous ne nous avez pas consulté avant de lancer cette guerre, et on ne va pas aller aujourd'hui plonger dans votre guerre ». Et ça se passe très mal, parce que Trump le vit comme une trahison, et il en tire même des conclusions qui sont si c'est ça, l'OTAN ne sert à rien. Ce qui est absurde, parce que dans l'acronyme OTAN, c'est l'Atlantique Nord. Le Golfe n'a rien à voir avec la zone où l'OTAN opère. Et pourtant, c'est la conclusion qu'il en tire, c'est que si les Européens ne viennent pas à mon secours quand je les appelle, ça veut dire que l'OTAN ne sert à rien. Donc il y a une tension qui est presque existentielle entre les deux rives de l'Atlantique, et qui est, d'une certaine manière, le prolongement de tout ce qu'on vit depuis un peu plus d'1 an. Trump se conduit comme un empereur méprisant vis-à-vis de ses alliés, et en particulier des Européens, pour lesquels il n'a aucun respect. Euradio reçoit aujourd'hui le journaliste Pierre Aski, que vous pouvez entendre tous les matins, notamment dans la chronique géopolitique de France Inter, et qui vient de sortir un livre baptisé la fin d'un monde. Dans ce livre, vous consacrez tout un chapitre à l'Europe, et vous dites notamment cette phrase: pendant un temps, les Européens s'émerveillaient des bienfaits visibles de l'Europe. Pourquoi ils ne le font plus aujourd'hui ? Je pense que l'Europe a raté un tournant
dans l'évolution du monde, c'est-à-dire que il y a un moment après l'élargissement, la réunification entre les deux parties de l'Europe, l'ouverture à l'Est, la démocratisation de l'Est, etc. On s'est reposé sur nos lauriers, c'est-à-dire qu'on a cru, vous savez, il y avait ce fameux titre d'un livre après la chute du mur sur la fin de l'histoire. On a cru que c'était la fin de l'histoire et que on allait gérer notre prospérité commune. Or, le monde ne s'est pas arrêté et le monde a évolué de plusieurs manières. D'abord sur le plan de la technologie, la digitalisation du monde, l'Europe l'a raté et aujourd'hui l'Europe est totalement dépendante des technologies et des géants technologiques américains ou chinois, mais le choix il est entre les deux. Donc on est en rattrapage sur un certain nombre de choses, mais on est très loin du compte. Donc de ce point de vue-là, l'Europe est en faiblesse. Et la deuxième chose, c'est que on n'a pas compris le tragique du monde, c'est-à-dire que tout d'un coup, Poutine devenait une menace sur l'Europe, que les États-Unis se retiraient de leur intérêt central pour les affaires européennes. Et d'une certaine manière, si on regarde comme ça l'histoire, Emmanuel Macron en 2017 avait fait un grand discours à son arrivée au pouvoir, le discours de la Sorbonne, c'est comme ça qu'on le retient, dans lequel il proposait l'autonomie stratégique européenne. Et il n'a pas été entendu. Et c'est une des faiblesses de la France aujourd'hui, c'est qu'elle est productrice d'idées, de concepts, etc., mais qu'elle n'a pas forcément les moyens de conviction auprès des autres pays européens. Et ça ne s'est pas passé, d'abord parce que Angela Merkel, qui était la chancelière allemande à l'époque, était dans une position très confortable. Elle avait le gaz russe pas cher, elle avait le marché chinois qui absorbait les excédents allemands, et elle avait la protection américaine. Donc pourquoi changer quoi que ce soit quand on a un tel équilibre ? Sauf qu'aujourd'hui, on est moins de 10 ans plus tard, l'Allemagne a perdu les trois. Il n'y a plus le gaz russe, il n'y a plus le marché chinois qui est devenu beaucoup plus difficile, et au contraire, ce sont les Chinois qui aujourd'hui exportent leurs excédents, et la protection américaine, elle est, on ne peut plus fragile. Et donc, le tournant qui aurait pu être pris en 2017-2018 n'a pas été pris. Et aujourd'hui, je pense que l'Europe s'est réveillée par à-coup. Elle s'est réveillée avec l'invasion de l'Ukraine en 2022. Elle s'est réveillée en voyant la fragilité des chaînes d'approvisionnement économique. Ça, c'est le Covid, puis la guerre en Ukraine, puis de nouveau les guerres du Moyen-Orient. Et elle se réveille encore une fois avec le lâchage de Donald Trump. Et elle est aujourd'hui face au mur, c'est-à-dire soit elle devient cohérente et elle se prend en main et elle est capable d'être une force de proposition dans ce monde en pleine recomposition, soit elle est condamnée à la vassalisation. Le président italien a eu une très belle formule qui est celle de la vassalisation heureuse. Ce qu'il entend par là, et que je trouve que c'est une formule paradoxale évidemment, parce que la vassalisation n'est pas nécessairement heureuse, mais on est habitué à être non pas vassalisé, mais en tout cas le partenaire junior de l'alliance avec l'Amérique, mais qui était bienveillante jusqu'à présent, qui était parfois, on avait des raisons de s'énerver, de s'irriter avec l'Amérique, mais on en aimait la culture, le cinéma, les codes, etc. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il parle de vassalisation heureuse, c'est que finalement, on institutionnalisera ce avec quoi on a vécu de manière molle ces dernières décennies, alors que l'Europe a tous les atouts de la puissance et à tous les atouts pour être une puissance positive dans le monde et pas une puissance impériale. Je pense que l'Europe a renoncé à ses ambitions impériales. Les Européens ont été des puissances impériales majeures dans l'histoire, mais aujourd'hui, on voit bien que les Anglais ou les Français n'ont plus du tout cet appétit d'aventure impériale dans un monde où, au contraire, il y a la résurgence d'autres empires. Et l'enjeu, c'est la défense européenne. Vous racontez un petit peu dans le livre que c'est un serpent de mer finalement dans la construction européenne. Pourquoi là encore aujourd'hui, alors que vous l'avez dit, il y a eu l'invasion russe de l'Ukraine, pourquoi ça bloque et ça n'avance pas ? Alors ça avance
pas suffisamment, mais ça avance parce que il y a eu, moi je pense qu'il y a eu 2 initiatives majeures ces derniers mois, années. C'est la coalition des volontaires, qui est un regroupement qui a été ad hoc, qui a été fait pour soutenir l'Ukraine, à l'initiative de la France et du Royaume-Uni, et qui regroupe une bonne partie de l'Europe, plus le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'Union européenne, la Norvège qui n'est pas non plus dans l'Union européenne, le Canada ou l'Australie par exemple, qui ont rejoint cette coalition. Et c'est intéressant parce qu'il y a ce blocage, parce qu'on a la Hongrie et 2-3 autres pays qui bloquent, qui sont dirigés par des populistes. Et on a contourné cet obstacle en créant une structure ad hoc en dehors de l'Union européenne. Et il faut savoir, par exemple, il y a un état-major militaire au Mont-Valérien à côté de Paris. Il y a des dizaines d'officiers d'une quinzaine de pays qui travaillent sur des plans pour aider l'Ukraine aux garanties de sécurité à l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. Donc il y a des choses qui se passent. La deuxième chose que je voudrais signaler, c'est ce qui s'est passé, c'est complexe, mais sur la dissuasion nucléaire française. La France a cette spécificité au sein de l'Union européenne, c'est qu'elle est le seul pays doté de l'arme nucléaire. C'est le général de Gaulle qui l'a amené lorsqu'il était au pouvoir. Et depuis longtemps, on sait que l'arme nucléaire dans la Constitution française ne peut être utilisée que quand les intérêts vitaux de la nation, c'est le mot qui est employé, sont menacés. Et on savait que si, par exemple, l'Allemagne était menacée, ce qui pouvait être le cas pendant la guerre froide, par exemple, les intérêts vitaux de la France seraient concernés. Donc, il y avait une sorte de couverture de l'Allemagne par l'arme nucléaire française. Aujourd'hui, c'était une annonce du président il y a peu de temps. Dans son discours à l'île Longue. À l'île Longue, voilà. Il a cité 8 pays, dont l'Allemagne et la Pologne, qui sont 2 pays majeurs en Europe, qui acceptent cette idée de partenariat sur le nucléaire français. C'est-à-dire qu'ils acceptent l'idée que des Rafales français dotés de leur armement nucléaire puissent être stationnés sur leur territoire en période de crise. C'est un saut qualitatif absolument majeur parce que ça nécessite une confiance absolue entre les pays pour en arriver là. Donc, on n'est pas dans l'immobilisme et ça, c'est pour ça que je suis modérément optimiste sur les capacités de l'Europe. Mais évidemment, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin et c'est soumis à des aléas qui sont tels et notamment la politique intérieure de tous nos pays, où on voit bien qu'il y a une fatigue démocratique et une tentation de se confier à des hommes ou femmes, d'ailleurs, forts, entre guillemets, pour, en gros, traverser cette période de turbulence mondiale. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vertigineux qui se joue en Europe, qui se joue cette année dans les élections en Hongrie où Viktor Orban est menacé dans son pouvoir et qui se jouera l'année prochaine dans l'élection française. Et vous dites dans le chapitre consacré à l'Europe, il faut passer par Pékin pour comprendre la nécessité de l'Europe. Qu'est-ce que vient faire la Chine là-dedans ? Oui, en fait, moi, j'étais correspondant à Pékin au moment où il y avait le référendum constitutionnel de 2005, où les Français ont voté non. Et moi, il me semblait que vu de Pékin, et la Chine de l'époque n'était pas la Chine d'aujourd'hui, elle était en croissance très forte, mais elle n'était pas la superpuissance qu'elle est devenue 20 ans après. Et il me semblait évident, vu de Pékin, que l'Europe devait se renforcer, devait se constituer en quelque chose de capable de tenir tête aux grands blocs, que ce soit les États-Unis, avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, mais aussi la Chine en devenir, qui était, on pensait plus économiquement que politiquement ou militairement à l'époque, mais en tout cas, qu'il fallait que l'Europe puisse jouer le rapport de force, parce que c'est comme ça qu'on travaille avec la Chine, c'est sur le rapport de force, on peut arriver à des équilibres, mais à condition de peser. Chaque pays européen tout seul ne pèse pas lourd face à la Chine, l'Europe tout entière pèse lourd. Et donc la Chine, finalement, on ne s'y est pas intéressé, il faudrait s'y intéresser. Un dernier mot, Pierre Aski, je le disais en introduction, vous êtes toujours président de Reporters sans frontières. Dans ce nouvel ordre international, nouvel ordre mondial, quelle place devrait occuper l'information ? Il y a une guerre de l'information qui est en cours, c'est incontestable. Elle a toujours existé d'une certaine manière, mais le numérique lui a donné des moyens supplémentaires. Et la bataille de l'information fait partie
de ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, c'est que d'un côté, vous pouvez avoir des missiles et des canons et des drones, et de l'autre côté, vous pouvez avoir de la désinformation, de la manipulation, etc. Et on est relativement démunis face à ça, parce que les grandes plateformes américaines ou chinoises ne jouent pas le jeu de l'équilibre et de la vérification et de la modération des commentaires, etc. Et ont laissé libre cours à la désinformation, à la manipulation et au discours de haine, etc. Et on est, je pense, dans un moment assez crucial où on risque de perdre cette bataille-là. Et moi, je termine ce chapitre sur une phrase d'Hannah Arendt, la philosophe, qui a, en 1978, donc bien avant Internet, elle a dit une chose qui me semble correspondre au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Elle a dit « Si on vous ment, on ne cherche pas à vous faire croire le mensonge, on cherche à ce que vous ne croyiez plus en rien. Et avec un peuple qui ne croit plus en rien, on fait ce qu'on veut. » C'est-à-dire que le règne de la confusion qui est en train de naître, de la désinformation et des discours de haine, de complot, etc. sur les réseaux sociaux, fait qu'il crée un nuage de fumée qui permet de nous entraîner vers des aventures politiques ou autres. Et c'est ça le danger aujourd'hui, dont je pense qu'il faut qu'on soit très conscient en tant que citoyens tous. La fin d'un monde, c'est le nom de votre livre qui vient de sortir aux éditions Stock. Pierre Aski, merci beaucoup merci d'être venu nous voir sur Euradio. Je rappelle qu'on peut vous écouter sur une autre radio, évidemment, France Inter, tous les matins après le journal de 8h pour votre chronique géopolitique. Encore merci à vous, Pierre Aski.